Bonjour Mariam. Bonjour Rachid. La presse du Royaume s'intéresse à l'épargne des Marocains. Oui, réussir à épargner pour les ménages marocains, est-ce impossible au vu du contexte économique ou c'est avant tout le résultat d'une faible culture financière? En tout cas, c'est la question que se pose aujourd'hui le 360 qui parle même d'un défi manqué du conseil et de la culture financière. Alors si on regarde actuellement le marché des placements financiers, les produits sont nombreux, ils se sont même modernisés, compte sur carnet, bourse, immobilier locatif, marché de l'art même. Mais face à cette abondance d'offres, très peu de Marocains les connaissent réellement et les professions même du conseil en gestion de patrimoine sont quasi inexistantes ou bien réservées aux très grandes fortunes. Alors qu'en est-il donc de la classe moyenne? Elle fait face à ce déficit d'éducation financière tout simplement, mais les conséquences sont importantes car elles ont donc peu de marge pour faire face aux aléas de la vie, pour payer les études des enfants par exemple ou bien pour préparer sa retraite. Mais donc la question aussi, c'est est-ce que les ménages arrivent réellement à épargner? Combien est-ce qu'ils dépensent aussi? On a la réponse avec une étude qui est apparue, qui a été publiée hier par le HCP et que relaie l'opinion, qui nous dit qu'en moyenne, les habitants dépensent plus de 25 000 dirhams par an, soit environ 2 000 dirhams pour payer sa nourriture, son logement, ses loisirs et son éducation. Et les derniers comptes aussi du HCP révèlent en particulier que 5 régions accaparent près des 3/4 de la consommation nationale, une hyperconcentration qui aggrave cette idée de la fracture territoriale portée par des moteurs comme Casablanca Stade, Rabat Salé Kenitra ou encore une fois Tanger Tétouan Al Hoceima. Une économie où l'inflation s'invite de plus en plus souvent dans le panier de courses. Et d'ailleurs Conso News parle de certains produits en particulier, les produits laitiers, car la centrale Danone a annoncé augmenter ses prix de 50 centimes à 1 dirham sur une fourchette, un panel de produits. Et cela provoque la colère des ménages. La pilule passe donc très très mal parce que les ménages sont déjà étranglés par la baisse du pouvoir d'achat. La colère monte, elle est aussi partagée par les épiciers qui boycottent et exigent que la marque imprime ses prix directement sur les emballages pour donc ne pas porter le chapeau de ces hausses face aux clients. Mais pour l'instant, la centrale Danone n'a pas encore réagi malgré le spectre du boycott historique de 2018 qu'il avait donc forcé à plier. Alors certes, la culture de l'épargne est à construire au Maroc, surtout dans cette économie où les dépenses du quotidien, elles semblent bien décidées à continuer de grimper. La presse nous dit aussi que l'Afrique du Sud continue d'expulser les étrangers en situation irrégulière. Oui, pour accélérer même leur expulsion, APA News nous précise qu'un centre de rapatriement des migrants a été mis en place à Moussina, aux frontières avec le Zimbabwe. C'est un centre qui a une capacité d'accueil de 20 000 personnes, avec une bonne partie de ces migrants qui décident de s'y rendre par eux-mêmes pour fuir ces violences qu'ils risquent de subir, mais d'autres sont tout simplement le produit d'arrestations par la police. Un centre pour acter administrativement leur expulsion et les conduire à l'extérieur des frontières. Et si le gouvernement assume l'application stricte de cette législation, ces opérations exceptionnelles pèsent lourdement sur le budget de l'État. Et justement, en parlant de finances, beaucoup de ces étrangers expulsés ont abandonné leurs biens, leur commerce, et notamment des ressortissants nigérians qui ont demandé une compensation financière à l'État sud-africain. Et donc la ministre à la présidence de l'Afrique du Sud a opposé une fin de non-recevoir catégorique. L'Afrique du Sud ne compensera pas, titre l'e-News Channel Africa, c'est donc un média sud-africain et selon elle, les propriétés légales sont protégées par la loi, mais l'État ne va pas indemniser ce qu'elle appelle des abris informels illégaux. Une crise qui finalement interroge sur l'avenir même de l'Afrique du Sud. Une interrogation sous la forme d'un cri de cœur partagé dans cette tribune de Courrier International du journaliste nigérian Dele Olojede qui est prix Pulitzer et qui est installé lui-même dans le pays. Alors pour le journaliste, pointer du doigt ces 4 à 5% d'étrangers est un calcul politique dangereux. Ils sont devenus donc les boucs émissaires des maux structurels du pays qui découlent en réalité des défaillances catastrophiques, dit-il, de la politique au pouvoir depuis la fin de l'apartheid. Et donc, en somme, en cédant à la tentation populiste, l'Afrique du Sud risque de s'isoler d'un continent qu'il a pourtant soutenu dans ses heures les plus sombres. On apprend aussi ce matin que les paiements électroniques gagnent du terrain dans le monde. Et on commence évidemment au Maroc où l'ambition de donner plus de place aux paiements digitaux face au cash est donc une décision qui est assumée. D'ailleurs, Banque Le Maghreb nous partage ce matin, IBA Presse nous indique qu'elle a décidé de réduire les frais de paiement électronique et donc de les réduire ses commissions d'interchange sur les cartes locales marocaines qui vont passer de 0,65% à 0,50%, une baisse des commissions qui s'accompagne, comme le titre l'article, d'une interdiction
obligation formelle de facturer ces frais de transaction aux clients. Mais face à cette transition, donc, les commerçants ont tout de même des exigences. Et la première, précise le brief, c'est que ces terminaux soient aujourd'hui gratuits. Pourquoi ? Parce que les acheter ou le louer, donc c'est un coût pour les petits commerçants de quartier en particulier, des commerçants qui souhaitent aussi des formations pour les accompagner à utiliser ces outils en toute confiance. Mais ce n'est pas le seul blocage d'après eux, parce que ces commerçants pointent du doigt des problèmes de trésorerie que ça peut leur poser, car contrairement au cash, qui est donc immédiat, l'argent d'un paiement par carte met parfois plusieurs jours à arriver sur le compte du commerçant, surtout avec les cartes internationales. Et pourtant, c'est une transition nécessaire pour, on le sait, accueillir les millions de touristes pour la Coupe du Monde, habitués au sans contact. Alors qu'on débat encore aujourd'hui sur le sans contact, il y a aussi un autre type de paiement électronique qui devient de plus en plus populaire, et c'est le click to pay qui, donc, comme nous l'indiquent les Échos, est de plus en plus populaire en France, mais pas que. Alors le click to pay, c'est donc un moyen de paiement qui permet de payer en ligne sans avoir à renseigner le numéro de sa carte bancaire, seulement parfois grâce à son adresse email. C'est donc un système poussé par les géants mondiaux des cartes bancaires. Alors comment ça marche ? Les informations de la carte de l'utilisateur sont enregistrées dans des bases de données sécurisées, et lors d'un achat en ligne, le système reconnaît votre adresse mail pour valider l'achat par la suite. On vous enverra un code de sécurité par SMS, et enfin le panier sera validé. Et dans certains pays, on va même plus loin que les banques traditionnelles, car le paiement en crypto-monnaie devient même une nouvelle habitude. C'est ce que nous partage aujourd'hui Tech Cabal avec cette expérimentation en particulier au Kenya. Et donc au Kenya, certains commerçants affichent sur leur devanture qu'ils acceptent par exemple les bitcoins. Plusieurs raisons, encore une fois, éviter les frais bancaires et mobiles qui restent élevés tout de même dans la région, et donc faire quelques économies pour augmenter leur marge. Un mode de paiement tout de même qui reste très marginal, car les crypto-monnaies restent un produit donc qui n'est pas régulé et surtout qui est utilisé par une jeunesse aujourd'hui hyper connectée. Alors, est-ce que c'est bientôt la fin du cash dans le monde ? En tout cas, c'est l'objectif de nombreuses économies. Nous sommes aujourd'hui le mardi 14 juillet 2026. Quel autre 14 juillet peut-on retenir dans l'histoire ? Alors, je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire d'un 14 juillet que l'on surnommait le Vendredi Noir. Nous sommes le 14 juillet 1989 en Somalie. Et depuis plusieurs années, le pays traverse une profonde crise économique. La guerre, la dette et l'inflation fragilisent le quotidien de la population, tandis que le régime du président Siad Barre, au pouvoir depuis 1969, fait face à une contestation de plus en plus forte. Et en quelques jours avant ce 14 juillet, l'assassinat de l'évêque catholique de Mogadiscio, puis l'arrestation de plusieurs responsables religieux musulmans accentuent encore plus les tensions. À la sortie de la grande prière du vendredi, des milliers de personnes descendent dans les rues de la ville. Les manifestations dégénèrent et le bilan est lourd, plusieurs centaines de morts et plus d'un millier de blessés. La contestation donc s'étend, les groupes rebelles gagnent du terrain et de l'influence, et moins de 2 ans plus tard, le régime de Siad Barre s'effondre. La Somalie bascule alors dans une guerre civile dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. Le Vendredi Noir en Somalie rappelle donc une crise économique lorsqu'elle s'ajoute aux tensions politiques, sociales et religieuses, peut faire donc basculer tout un pays. Merci beaucoup, Mme Kokaina. C'était la revue de presse.